Vendredi 5 décembre 2025, il est 13 h dans les locaux de Esaïe Télévision, internautes de Esaïe TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à Parakou, les forces de l'ordre intensifient leur opération pour démanteler le réseau d'escroquerie Qnet qui continue de piéger des centaines de jeunes. À l'international, du Burkina Faso à la Guinée-Bissau, en passant par la RDC et le Rwanda, les pouvoirs en place multiplient des décisions fortes face à des crises persistantes. Et puis en sport, les premiers engins sont à l'œuvre pour la construction du stade Omnisport de Parakou. Démolition, terrassement et préparation du terrain marquent le début d'un chantier appelé à transformer durablement le paysage sportif régional. Plus de détails dans ce trésor. Rebonsoir chers internautes, à Parakou, la lutte contre le réseau Qnet prend un tournant décisif. Mobilisées depuis plusieurs semaines, les forces de l'ordre multiplient les opérations pour démanteler cette organisation d'escroquerie qui continue d'attirer et de piéger de nombreux jeunes. Entre arrestations, poursuites judiciaires, responsabilisation des propriétaires de maisons, la police républicaine durcit le ton pour mettre fin à l'un des systèmes frauduleux les plus enracinés dans la région. Plus de détails avec Mouhidine Lawani. À Parakou, le démantèlement du réseau Qnet prend une tournure beaucoup plus profonde qu'une simple opération de police. Depuis plusieurs semaines, la police républicaine du Borgou a activé tout son réseau de renseignement pour suivre les activités de cette organisation d'escroquerie en bande organisée. Une mobilisation discrète mais continue, menée par des équipes d'investigation qui sillonnent les quartiers, observent les comportements suspects et interviennent dès que les indices concordent. L'opération majeure du 29 novembre 2025 en est la preuve la plus visible. Ce jour-là, plus d'une soixantaine d'individus ont été interpellés dans le quartier Ganou, au 3e arrondissement de Parakou. Parmi eux, 7 femmes majoritairement de nationalité nigériane. Ils opéraient dans des maisons discrètement louées, transformées en véritables centres d'endoctrinement. Le principe est simple, faire croire aux jeunes qu'ils deviendront riches grâce à des opportunités en ligne, à des emplois fictifs ou à des business internationaux. On leur promet des gains rapides, un statut social valorisant et parfois même l'idée qu'ils deviendront de grands héros du monde des affaires. Mais derrière ces discours en apparence séduisants, la police en met en garde. Il s'agit d'un système frauduleux bien structuré qui manipule ses membres jusqu'à les convaincre que perdre de l'argent fait partie du processus normal. Le directeur départemental de la police républicaine du Borgou l'explique avec regret. Beaucoup de victimes continuent de défendre le système même après avoir tout perdu. Elles sont endoctrinées. Elles pensent que c'est une bonne chose et qu'un jour ça va marcher. C'est parfois incompréhensible mais c'est la réalité du terrain. En conduisant personnellement l'opération du 29 novembre, le 2DPR a pu établir que 11 des interpellés étaient en réalité les leaders du réseau, responsables de l'endoctrinement, de l'organisation logistique et du recrutement des nouvelles victimes. Selon les éléments recueillis, ils auraient escroqué plusieurs centaines de personnes, parfois en leur soutirant les économies d'une vie. Et malgré ces arrestations massives, plusieurs autres membres considérés comme dangereux sont toujours en cavale. Les interpellations ne sont cependant que la première étape d'un processus judiciaire bien encadré. Tous les suspects sont placés en garde à vue avant d'être transférés à la brigade économique et financière car il s'agit de crimes financiers impliquant association de malfaiteurs. Les dossiers sont ensuite transmis à la CRIET, juridiction spécialisée. Comme l'affirme le directeur départemental de la police républicaine, à la CRIET, il n'y a pas de négociation. Personne ne paie pour sortir, ils font la prison d'abord. Mais une nouvelle dimension est désormais intégrée dans la stratégie de la police, la responsabilisation des propriétaires de maisons. Pour les autorités, il est impossible que ces réseaux prospèrent sans disposer de lieux pour accueillir, loger et manipuler les jeunes recrues. Et pourtant, beaucoup de propriétaires attirés par l'argent ferment les yeux. Certains savent même qu'il s'agit d'une activité frauduleuse, mais préfèrent louer en toute clandestinité. Le DDPR est ferme. Désormais, ces propriétaires seront arrêtés pour complicité, complicité par aide et assistance, complicité par fourniture de moyens. Sans eux, les escrocs ne peuvent pas opérer. Une décision forte qui vise à assécher toutes les sources de soutien de ces réseaux. Sur le terrain, les dénonciations se multiplient. Certains habitants alertent la police lorsqu'ils remarquent des mouvements suspects, principalement de jeunes hommes regroupés dans des maisons fermées. D'autres, en revanche, sont complices et protègent les escrocs. Un travail patient, souvent dangereux, mais indispensable pour la police républicaine. Cette vigilance permanente permet parfois de récupérer l'argent volé.
Le DDPS cite l'exemple d'un homme floué qui a eu le courage de venir porter plainte. Ces escrocs ont été interpellés et présentés à la justice puis ont restitué les fonds. Mais ce sont des cas rares. La plupart des victimes n'osent pas parler parce qu'elles étaient elles-mêmes complices ou convaincues de participer à une bonne affaire. Pour la police, le plus grand défi reste la multiplication des complicités à tous les niveaux de réseau. Il y a des complicités à plusieurs niveaux, insiste le DDPR. On retrouve des personnes impliquées dans le recrutement, dans la logistique, dans l'hébergement, mais aussi dans la justification idéologique du système. Face à l'ampleur du phénomène, les autorités appellent une fois encore la population à jouer un rôle actif. Signaler toute activité suspecte, alerter sur les maisons sans tasse de jeunes recrues, refuser les propositions trop belles pour être vraies. Car selon la police, chaque dénonciation contribue à sauver de futures victimes et à désarticuler l'un des réseaux d'escroquerie les plus persistants du pays. À Parakou, la bataille contre QNET est loin d'être terminée. Mais pour la première fois, la stratégie se durcit réellement. Frapper les leaders, neutraliser les relais, démanteler les lieux de repli et impliquer les populations. Une riposte globale destinée à briser un système qui a déjà coûté trop cher à la jeunesse béninoise. Toujours à Parakou, la jeunesse était au cœur des échanges ce week-end. Le mouvement patriotique du Bénin MPB a rassemblé adhérents et sympathisants pour y affirmer une conviction forte. Le développement du pays ne peut se construire sans l'engagement actif de la jeunesse. Appel à la mobilisation citoyenne, témoignage de réussite et plaidoyer pour plus de solidarité ont rythmé cette rencontre. Reportage signé Elvi Kongbeto. Dans un contexte où la participation des jeunes est devenue un enjeu majeur pour le développement du Bénin, le mouvement patriotique du Bénin MPB multiplie les initiatives pour renforcer l'engagement citoyen. Réunis à Parakou ce samedi avec leurs adhérents et sympathisants, les responsables du mouvement ont rappelé que le développement durable ne saurait se concevoir sans l'implication active de la jeunesse. C'est le moment de se lever, d'oser et de croire que notre énergie peut vraiment changer les choses ici et maintenant. On a cette force de l'âge, cette fraîcheur d'idées et cette capacité à challenger. Alors n'attendons plus que les opportunités tombent du ciel. Ne craignons pas l'échec. Croyons-le plutôt comme un tremplin qui nous rend plus forts et plus résilients. Même son de cloche chez le coordonnateur national du MPB qui a illustré ses propos par l'exemple de Romuald Wadagni, présenté comme un modèle de réussite. Selon lui, le parcours de ce dernier démontre que les jeunes peuvent accéder aux plus hautes responsabilités lorsqu'ils se consolident et s'engagent de manière durable. Une ambition réaffirmée à travers le soutien officiel du mouvement Audio Wadagni Talata, considéré comme un symbole d'opportunité pour la jeunesse béninoise. Nous sommes une jeunesse qui est restée longtemps spectatrice au lieu d'être actrice. Nous sommes une jeunesse qui s'est beaucoup plaint, d'accord, de se dire peut-être qu'on est parfois marginalisé, on n'est pas notamment suffisamment inclus dans des prises de décision, dans des organes de décision, à des niveaux de décision, que ce soit gouvernemental, que ce soit social, que ce soit sur divers plans. On a un candidat jeune. On a un candidat au-delà de ce qu'on ne peut apprécier de lui. Il a une loyauté, il a une rigueur, il a une compétence. Il a géré un ministère que je ne vois encore depuis qu'un jeune au Bénin a su gérer pour que ça se porte comme ça, comme on le retrouve aujourd'hui. Ça, cette séduction-là, qu'il faut accompagner, loin de ce qu'on peut avoir. Donc, c'est une passerelle qui pourra nous acheminer vers ce qu'on recherche. Et c'est pour ça que nous avons fait ce choix-là, de cheminer avec le candidat. Et nous ne faisons rien par personne interposée. L'intervention d'Ezekiel Sidiaou et de la deuxième vice-présidente sont venus enrichir les échanges en retraçant le rôle des jeunes qui ont marqué l'histoire du Bénin, des premières luttes politiques jusqu'à nos jours. Selon eux, la jeunesse actuelle dispose encore d'un potentiel considérable à condition de miser sur la solidarité et l'entraide. Que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, nous sommes l'avenir de ce Bénin nouveau. Cette histoire, c'est la nôtre. Cette génération, c'est la nôtre. Nous sommes de la même génération. Que nous puissions nous rappeler qu'aucune génération ne pourra relever ce défi sans un sacrifice. Ce sacrifice, c'est le patriotisme. Ce sacrifice, c'est l'engagement. Et le Bénin compte sur nous. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, face à cette période importante de notre pays, de ne pas nous faire compter l'histoire,
de nous engager avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les choses sont en train de changer et les choses vont changer. Ne laisse personne te faire croire que tes rêves sont trop grands ou que ta voix ne compte pas. Soutenons-nous mutuellement. Célébrons nos succès. Transformons nos défis en tremplin et montrons que la jeunesse féminine du Bénin est une force créative, déterminée et inspirante. Fidèle à sa devise, l'avenir des jeunes par des jeunes pour les jeunes, le MPB entend par cette démarche placer la jeunesse au cœur du développement national. Les producteurs de Tchaourou, Malanville et Ndali ont reçu jeudi 4 décembre un important lot d'équipements agricoles destinés à booster la production de riz et de maïs dans ces zones à fort potentiel. Au total, 30 kits de motoculteurs de 14 chevaux, accompagnés d'accessoires, ainsi que 75 faucheuses de riz, ont été remis dans le cadre du projet de développement intégré des chaînes de valeur agricole financé par la Banque islamique de développement. La cérémonie s'est déroulée à l'ATD Apollo 4 de Parakou, en présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Gaston Kossi Tosoui, qui a procédé à la remise officielle du matériel. Sur le plan politique, le parti d'opposition, les démocrates, enregistre 3 nouvelles démissions de haut niveau. Le 4 décembre 2025, le secrétaire national à la communication Guy Mitokwe a annoncé le départ de 3 vice-présidents, Léon Komlan Arossi, Joël Godonou et François Godot. Les retraits de Joël Godonou, ralliés à la mouvance, et de Léon Komlan Rossi, soutien affiché à Romia Dawadaï, étaient déjà pressentis. Ces défections interviennent en pleine crise interne autour du choix du duo Renaud Agbodjo-Jude Lodjou pour la présidentielle, candidature finalement avortée après le refus du député Michel Autant-pour-moi-Sodinou de les parrainer. Passons à la page internationale. Entre politique sécuritaire renforcée, accords de paix fragiles et tensions militaires mouvementées, l'actualité africaine récente révèle une région en pleine recomposition. Du Burkina Faso à la Guinée-Bissau, en passant par les tensions entre la RDC et le Rwanda, les pouvoirs en place multiplient les décisions fortes pour répondre à des crises anciennes et persistantes. Un décryptage de ces évolutions qui redessinent le paysage politique ouest et centre-africain avec Héroïne Papana. Les dynamiques politiques en Afrique de l'Ouest et centrale montrent une résurgence marquée des régimes d'exception, des accords fragiles et des transitions aux contours incertains. Les 3 actualités, Burkina Faso, RDC, Rwanda et Guinée-Bissau, dessinent un paysage où les réponses sécuritaires, les recompositions militaires et les initiatives diplomatiques cherchent à s'imposer comme solution face à des crises multiformes. Au Burkina Faso, le rétablissement de la peine de mort par la junte illustre la radicalisation de l'appareil sécuritaire dans un contexte de lutte acharnée contre le terrorisme. En réintroduisant une sanction extrême, le pouvoir militaire entend afficher une fermeté maximale face aux groupes armés tout en étendant la sévérité du code pénal à d'autres domaines sensibles comme la corruption et les questions sociétales. Ce durcissement reflète une tendance plus large, la consolidation d'un état d'exception où la législation devient un instrument de contrôle et de dissuasion au détriment des avancées démocratiques obtenues au cours de la dernière décennie. Sur le front diplomatique, les accords de Washington entre la RDC et le Rwanda ambitionnent de mettre fin à plus de 2 décennies de tensions et de conflits armés dans la région des Grands Lacs. Toutefois, l'absence de mécanismes de sanctions, la persistance des affrontements dans l'Est congolais et la dépendance des engagements à des préalables sécuritaires délicats, notamment la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises, interrogent la solidité réelle du processus. En filigrane, les États-Unis cherchent à s'ériger en garant d'une stabilité régionale qui conditionne leur stratégie minière, tandis que Kinshasa et Kigali poursuivent des intérêts parfois divergents sous un habillage diplomatique. En Guinée-Bissau, la mise en place d'un Conseil national de transition confirme la reconfiguration politique amorcée par la junte après le coup d'État. En évoquant une crise institutionnelle susceptible de dégénérer en conflit ethnique, les militaires tentent de légitimer leur intervention et de justifier la refonte profonde des institutions comme la dissolution du Conseil de la magistrature.
La rédaction d'une charte de transition apparaît comme un jalon central, mais sa portée dépendra de la capacité de la junte à instaurer un cadre inclusif, transparent et orienté vers un retour à l'ordre constitutionnel. Pris ensemble, ces trois faits montrent une Afrique confrontée au même dilemme. Comment concilier stabilité et démocratie, fermeté sécuritaire et respect des libertés, souveraineté nationale et engagements internationaux? Alors que la région est traversée par des insurrections armées, des tensions transfrontalières et des crises électorales récurrentes, les réponses actuelles, souvent militaires, offrent des solutions à court terme, mais laissent en suspens la question essentielle, celle d'une gouvernance durable, capable de prévenir les crises plutôt que de les gérer dans l'urgence. Sport pour boucler cette édition, les premiers coups de pelle ont retenti ce lundi à Parakou, marquant le démarrage officiel du chantier du stade omnisport départemental du Borgo. Les engins lourds procèdent déjà aux travaux de démolition, de terrassement et de préparation du terrain. Une avancée majeure pour ce projet longtemps attendu qui devrait doter la région d'infrastructures sportives modèles. Enfin, la sélection nationale scolaire masculine du Bénin a remporté la 4e édition du tournoi UFOAB qualificatif pour le championnat africain U15 ce jeudi 4 décembre à Ouagadougou. Les Guépards ont battu le Niger au tir au but 5-4, décrochant leur 3e titre en 4 participations et un prix de $100 000. Ils sont désormais qualifiés pour la CAN scolaire 2026. Du côté des filles, les Amazones obtiennent la médaille de bronze et repartent avec $50 000. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon début de week-end à chacun et à tous.